la guerre, mort ou vif. Comment peut-on rentrer à la maison? Ricordo le dia. Comment écrire la guerre? Je ne sais pas. Écrire quelque chose, je devrais encore pouvoir le faire, mais comment l'écrire? Aujourd'hui, devant ce spectacle, qui plus est pour un écrivain au talent somme toute moyen, griffonnant dans les interstices du temps à des fins utilitaristes, des récits, romans ou essais, voilà qui est presque irréalisable. Choisir des mots, leur sens premier et leurs interférences, chercher à dialoguer avec le monde, à communiquer quelque chose au monde à partir d'improbables vérités établies, relève de culpabilités en déroute. Quand éclatent les bombes, tout est susceptible de perdre sa force sur tous les mots. Ceux qu'attentivement ou distraitement on écoute, on lit, on regarde, on soupèse, mais qui, ni profondément ni en surface, ne véhiculent le moindre sens réel, pas même le vide. Les mots eux-mêmes ont une fin, si tant est qu'ils existent encore. Comment pourraient-ils, ces enfants, ces femmes, ces vieillards réfugiés dans les abris de Stepanakert ou de Chouchi, au plus fort des bombardements, dans la terreur et dans le désespoir, choisir un pronom personnel, forger un discours et un style pour décrire ce qu'ils ressentent, et pour adresser à cet espace de neutralité que l'on appelle le monde civilisé leurs protestations et leurs rages, afin que le soutien et l'engagement en faveur de la justice d'hommes politiques en costume onéreux, qui se réclament quotidiennement des droits humains fondamentaux, ne tardent pas à se manifester. Je ne me hasarderai pas à être le porte-parole de la population pacifique d'Artsakh soumise au carnage. Car voilà 3 décennies, la guerre, qui est là dans nos villes arméniens, m'a mis dans l'incapacité de porter ma propre parole, d'entendre ma propre voix et de la reconnaître. Lorsqu'il s'agit de penser une nouvelle fois et de connaître une nouvelle fois la réalité de la guerre, mon corps et mes pensées sont comme entraînés dans le tourbillon de l'ordre et du désordre, point de mire de la célèbre formule de Paul Valéry, mon si clairvoyant maître. Valéry a dit « Deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre ». Voilà de longues années que l'ordre implacable et limpide de ces lignes ne me donne pas de répit, puisque cet ordre, tout aussi réel que le chaos, fait prendre conscience du chaos de ce réel, qui bien sûr se présente presque toujours affublé des atours immaculés de la puissance dominante, devant une population paisible qui, comme ici en Artsakh, défend sa fragile et unique existence, une population au bord de l'extermination, sous ces missiles assassins produits dans le respect des lois et des normes de sécurité comme il faut. Alors en ce moment, ne vous figurez pas que je m'autorise à être banal, à être romantique, à être sentimental, pathétique, héroïque, affectif, aveugle, emporté ou dispersé. C'est tout simplement que je suis exactement tout cela, parce que c'est la guerre, et qu'il est aisé de comprendre que tous ces excès en découlent. Prendre au sérieux le XXIe siècle, celui des guerres sérieuses et des meurtres sérieux, est la plus terrible des folies. Je dis cela pour revendiquer ici mon droit à ne pas prendre la guerre au sérieux, pour me donner du courage, pour me soutenir moi-même lorsque viendra le temps de se défendre contre les flèches de vos opinions pertinentes et de vos analyses inquisitoires, blanchies sous le harnais d'une formation académique sans faille. Jusqu'au 27 septembre, jusqu'à ce que des opérations militaires sanglantes soient lancées tout au long de la frontière entre l'Artsakh et l'Azerbaïdjan, avec la participation manifeste et directe de la Turquie, ils étaient tous là. Le monde civilisé, l'ONU, l'UNESCO. Ils étaient là quand le Proche-Orient sombrait en direct, quand la Syrie était rasée en direct, quand les libérateurs se réclamant du peuple passaient au fil de l'épée les dictateurs, quand on exterminait les yézidis sur le mont Sinjar. Les organisations internationales de bienfaisance étaient là et le sont toujours, quand la Turquie terroriste, portée par des prétentions impérialistes du très hitlérien Erdogan, piétinait sans vergogne les peuples et les pays limitrophes et toujours et encore, dans ces opérations de guerre, les poignards et menacent leur droit à l'existence. Tant qu'il s'agissait de flash en direct, de commerce d'armes, d'exporter les valeurs démocratiques, de faire circuler des capitaux, le monde civilisé, parvenu au degré suprême du savoir-faire, était là. Déjà alors, c'était à lui-même que s'adressaient ces flashs en direct, et aujourd'hui encore, c'est à lui-même qu'il s'adresse. Durant des siècles,
Colonialistes et occupants nous ont tant contraints, nous ont si bien endoctrinés, que nous les avons pris pour le monde civilisé. Et voilà que cette illusion se dissipe peu à peu, en même temps que nous réalisons le dénuement de nos attentes et de nos espoirs. Sans moyen de se défendre en 1915, les Arméniens attendaient le monde civilisé et furent exterminés dans leurs maisons et dans leurs villes, restés seuls avec leurs espoirs, démunis. 100 ans plus tard, la Turquie s'est lancée dans une nouvelle entreprise génocidaire, exploitant pour mener à bien son projet le temple de l'arménophobie érigé en dogme d'État en Azerbaïdjan. Mais je vais stopper là et bifurquer sur une voie coupable. Je vais personnaliser la guerre. Je vais délibérément tourner le dos à l'idée selon laquelle les grandes catastrophes ne peuvent être que des phénomènes collectifs partagés par tous. Sans être individualiste, je refuse le collectivisme et on ne fera pas de moi un centripète convaincu. J'étais une simple existence qui n'avait jamais rien attendu du monde civilisé. J'attendais en tout et pour tout mon papa. J'étais convaincue qu'il soignerait les blessés à Hadrut et à Stepanakert, puis qu'il rentrerait à la maison. C'était la guerre, c'était les années 1990, je l'ai attendu 7 ans. Plusieurs fois, il m'est arrivé de voir un homme qui faisait des apparitions chez nous dans ces années-là, qui me saluait comme papa, qui sortait du linge de corps propre de l'armoire comme papa, qui buvait son café comme papa par gorgées élégantes et posées, qui rangeait ses caisses à pharmacie comme papa, qui allait dans la chambre à coucher de papa, se mettait au lit juste là où papa se couchait d'habitude et qui disparaissait sans attendre le lever du jour, tout comme papa avait l'habitude de disparaître sans attendre le lever du jour. On m'avait dit que cet homme familier qui venait chez nous, c'était lui, mon père, descendant d'une famille d'Erzurum restée sans foyer, le chirurgien Hagop Tamamian, que j'aurais dû connaître, n'étais-je pas son enfant, l'un de ces milliers d'enfants, arméniens et azéris, qui n'attendent la guerre que le retour de son père. De temps en temps, cet homme, dont on me montrait la photographie en me disant « Tu ne le reconnais pas, c'est ton père », se rappelait à mon souvenir. Il m'envoyait des balles extraites des corps des blessés, des éclats d'obus, des arbres de Noël faits avec des cartouches, une cuillère à soupe en aluminium avec une inscription au poinçon « De tout cœur avec toi, année 1991 ». Mon père avait l'habitude d'envoyer ses patients en convalescence chez nous, à Yerevan. Il vivait avec nous, partageait notre maigre pitance, la lumière blafarde de la lampe à pétrole, le café à base d'orge préparé sur réchaud à alcool, la galette de pain, la tiédeur rude du poêle. Les malades de papa venaient sans un mot, ils allaient au lit sans un mot, ils se rétablissaient sans un mot, ils repartaient sans un mot, et sans un mot, ils périssaient au combat. Je les détestais, je ne voulais plus qu'ils viennent. Je les détestais parce que s'ils venaient, ça voulait dire qu'ils allaient partir. Je les détestais parce que s'ils étaient en vie, cela voulait dire qu'ils allaient périr. Je les détestais parce que s'ils existaient, cela voulait dire que les obus et les balles qui les tuaient existaient aussi. Pourquoi papa les envoyait-il? Pourquoi faisait-il en sorte que je m'attache à ces malades, les plus mourants des vivants, que je les aime de toute mon âme et de tout mon cœur, que je revive encore et encore cet amour impossible envers ces hommes, moi qui ne haïssais pas? J'attendais papa sans répit, je l'ai attendu même après avoir appris qu'il avait été tué. On le disait rester sous les décombres de l'hôpital bombardé de Stepanakert. Je l'attendais toujours lorsque la nouvelle de sa mort a été réfutée. J'attendais papa lorsqu'on nous a encore une fois annoncé et encore une fois réfuté sa mort. Comme c'était facile pour lui de mourir et de ressusciter. Papa était plus fort que le Lazare de la Bible. Je crois bien que Lazare n'était revenu du royaume des morts qu'une seule fois. Papa était 2 fois Lazare. Mourir et ressusciter était son sport favori, et moi, je continuais à l'attendre. Une fois par semaine, ma mère, ma sœur et moi branchions le récepteur radio en fin de soirée, toujours à la même heure, et nous entendions toujours la même voix déclarer avec la même intonation: Le docteur Hagop Tamamian est en vie. Mais quelle différence cela me faisait-il que mon père soit mort ou en vie? Si moi je l'attendais alors, quel sens avaient les mots en vie et mort? Puisque dans tous les cas, il n'avait pas le pouvoir de démentir mon attente, pas d'outil pour y mettre fin, pas de moyen de m'en libérer. L'illusion chimérique de trouver une justification à la guerre et mon empressement à aller contre la volonté de la terre entière était incurable. Et puis,
On m'a dit que l'homme qui avait opéré des blessés dans les hôpitaux et postes militaires d'Artsakh, dont vous vous souvenez qu'il était mon père, était rentré à la maison. Je ne comprenais pas qui était celui qui était rentré à la maison, même si on m'assénait le contraire. Je le regardais et j'attendais un autre. Dans cette maison, il a connu toutes les étapes de sa descente aux enfers. La pitié, la honte, la dépendance acquise au front, à la boisson comme anesthésiant et au voisinage avec la mort, la vertu et la transgression. Dans cette maison, il a enseveli pelleté après pelleté ses enfants, sa femme. Il les a ensevelis lentement et dans la souffrance, malgré lui. Véritablement, il ne voulait pas cela, mais il ne pouvait pas ne pas le vouloir. Le père, le vrai, celui qui aux yeux du garçon de 9 ans qui l'attendait était un médecin pansant des plaies, le meilleur homme du monde, et vraiment le meilleur du monde, lui qui, avant de partir au front, avait involontairement soudoyé son fils, l'initiant au monde des livres, à la lecture, à la magie des causeries nocturnes, au bienfait de la bonté. Le voilà maintenant qui ensevelissait son fils sous la terre de la mort, cuillère après cuillère avec une application incroyable, et en prenant un soin vertigineux à ce que pas une once de cette terre ne se perde. Je sais qu'il ne voulait pas cela, mais il ne pouvait pas ne pas le vouloir. Personne ne revient de la guerre. Les soldats tués sur la ligne de front ne reviennent pas. Les paisibles civils tués dans la ville de Hadrout, la mère et le fils déchiquetés dans leur maison, n'iront nulle part. Ils resteront chez eux sans corps. Ceux qui survivent à la guerre et rentrent à la maison ne survivent pas et ne rentrent pas à la maison. Ils ne reviennent jamais de la guerre. Papa s'est éteint en 2017, dans l'hôpital où il avait travaillé près de 40 ans. Dans la salle de réanimation, au moment de rendre son dernier souffle, il me priait de le ramener à la maison. L'homme qui a rendu l'âme m'était très familier. Il ressemblait à celui que j'avais vu chez nous dans les années 90. Il ressemblait à l'homme qui n'était pas revenu de la guerre. Cet homme n'était pas le monde civilisé, factice et utilitariste. Il n'était pas l'industrie de l'armement du totalitarisme russe. Il était le père d'un enfant, un parmi des millions, qui était parti à la guerre et qui n'était jamais revenu. Et l'enfant l'attend toujours, parfaitement conscient qu'il ne reviendra jamais. Mais il l'attend quand même. Il ne faut attendre que celui qui ne reviendra jamais.